when I say that I want it that way. Tell me why. Putain, ils avaient décoré comme ça. Everybody sing. Avec une voix comme ça. Ba ba ba. Ah. Man. Hello tout le monde! Je vous envoie mes meilleurs vœux pour cette année 2022. La santé, le plus important, l'amour, la thune. J'espère que vous serez comblés. Et comme d'hab, je tiens tout particulièrement à remercier mes abonnés parce que mon année 2021 a été beaucoup plus belle grâce à vous. Donc franchement, merci d'avoir été là. J'espère que ça va continuer pour 2022. Et si c'est la première fois que tu vois ma tête, enchantée! J'espère que la vidéo te plaira. On se retrouve pour une nouvelle histoire qui lie et la musique et la pop culture et l'arnaque. Des sujets qu'on aime bien aborder sur cette chaîne, entre autres. C'est celle de Lou Pearlman, ancien géant de l'industrie musicale, créateur de boys band qui ont redéfini la pop culture des années 90 et 2000, mais qui a aussi ruiné et mené des milliers de personnes en bateau. Et là on parle quand même du gars qui est à l'origine de la carrière de Justin Timberlake. Donc quelle sombre histoire pouvait se cacher derrière des groupes comme les Backstreet Boys ou encore NSYNC? Bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Louis J. Pearlman naît le 19 juin 1954 dans le Queens à New York. Donc il grandit dans les années 60 et Lou il a toujours été un peu différent. Déjà par son physique, depuis tout petit il a toujours été plus gros que les autres. Et donc à cause de ça, et surtout à cause de son attitude, on pouvait se moquer pas mal de lui. Il faisait partie des gamins pas cool de son quartier. Son père dirigeait un pressing et sa mère travaille à la cantine d'une école. Il avait qu'un seul ami, Alan Gross, qui était comme lui fils unique, et ils habitent juste à côté d'un aéroport. Ce qui fait que dès tout petit, Lou il est fasciné par les dirigeables, par les avions qu'il voit décoller. Vraiment avec Alan, l'aviation c'est leur passion. Lou est un garçon très timide, surprotégé par sa mère qui le met sur un piédestal. Lou galère donc à se faire des amis, donc il essaie très souvent de se rendre plus intéressant, d'avoir l'attention sur lui. Et donc il commence à mentir, à grossir un peu les choses, à exagérer. Et les gamins de son quartier s'en rendent assez vite compte qu'il raconte un peu souvent de la merde. Et parmi tous ces mythos, il y en a notamment un où Lou raconte que son cousin serait Art Garfunkel, du célèbre duo Simon and Garfunkel. Hello, darkness, my old friend. Qui sont des superstars dans les années 60. Personne le croyait vraiment, mais la rumeur racontait qu'Art Garfunkel ferait une apparition à la bar mitzvah du petit Lou. Donc il y en a quelques-uns qui y vont pour voir si c'est vrai, et puis au pire, bon, ils pourront toujours se foutre de la gueule de Lou pour avoir menti. C'est charmant les enfants. Et là, incroyable mais vrai, mais qui se pointe pour chanter à la bar mitzvah de Lou? Art Garfunkel, qui était réellement son cousin. Voilà, il avait au moins ça. C'était assez difficile de faire confiance à Lou parce que comme tous les bons mythomanes, il mélange ses mythos avec de la vérité. Il sert toujours de la notoriété de son cousin pour essayer de se faire de nouveaux potes, pour se rendre intéressant. Les années passent et Lou part à la fac pour étudier le commerce parce que depuis qu'il est tout môme, le gars ce qu'il a dans la tête aussi, c'est l'argent. Il veut faire le plus d'argent possible, notamment parce que ce qui se dit quand il est petit, s'il a de l'argent, là les gens l'aimeront. Après l'université, il bosse pour Goodyear qui possède pas mal de dirigeables et avec Alan, son ami fidèle, ils décident de créer leur propre entreprise de dirigeables, Airship Enterprises Limited. Mais le truc c'est que les penchants de Lou pour la fraude apparaissent assez vite. Donc Lou achète un dirigeable pour 10 000 $, arrive à convaincre la marque Jordache, qui à l'époque fait des jeans qui sont grave à la mode, de louer son dirigeable pour promouvoir la sortie de leur nouvelle paire de jeans. Lou il fait jamais les choses à moitié, donc il décide de faire recouvrir le dirigeable de feuilles d'or. Sauf que tout ça, ça pèse son poids, et le jour du lancement, ce dirigeable en sale état se crache. Heureusement, il n'y a aucun blessé. Là, normalement, c'est au moment de l'histoire, on se dit « Ah merde, pauvre Lou !» Non, pas pauvre Lou. Non, parce que il est loin d'être bête et il avait bien pensé à faire assurer son dirigeable pour 3 millions $. Voilà. Alors que le dirigeable lui a coûté 10 000. Donc oui, on peut appeler ça de la fraude à l'assurance. Déjà, on commence bien. Alan Gross, l'associé de Lou, il est pas aussi machiavélique que lui. Lorsqu'il se rend compte de toute cette supercherie, il se sent extrêmement trahi. Et Lou, en bon pote d'enfance, lui dit de pas se mêler de ça et le menace. On est sur un bon gars, là, déjà. Il a l'air gentil. Leur amitié prend donc fin à ce moment-là et c'en est fini de Airship Enterprises Limited. Donc après avoir touché ces 3 millions $, là, Lou décide de déménager à Orlando, en Floride, en 1991. Et depuis, il a changé le nom de son entreprise en Airship International Limited. Il s'achète un hangar, s'achète des dirigeables, et comme avant, il propose ses services à de grandes marques, comme McDonald's, à des fins publicitaires. Et ça marche extrêmement bien. Non, franchement, Lou, il se fait pas mal de thunes. Il devient vraiment un
businessman à succès, sauf que les dirigeables ça lui suffit pas. Il décide de lancer sa propre compagnie aérienne, Transcontinental Airlines. Et filou comme il est, le petit loup, il pique un ancien modèle que son pote Alan Gross avait fabriqué, il va à l'aéroport, puis il prend cet avion miniature et puis il prend des photos en le tenant par la queue pour faire croire qu'il y a vraiment un avion logotypé Transcontinental. Photoshop n'existait pas encore mais le gars était chaud. Oui, en fait c'est une compagnie aérienne sans avion, mais on y reviendra plus tard. Mais ça n'empêche pas Lou de trouver des investisseurs pour cette fameuse compagnie aérienne, et avec l'argent des investisseurs, il se paie des limousines, il se paie des Rolls-Royce. Dans la force des choses, avec tout ce délire d'avion, un autre de ses business c'est de louer ou emprunter des avions privés pour les relouer par la suite à des célébrités comme Madonna, Paul McCartney, Phil Collins ou encore un boys band qui s'appelle The New Kids on the Block, un groupe qui battait des records dans les années 80. Et en fait Lou, quand il voit genre 5 mecs super jeunes se payer les services d'un jet privé, il est là genre mais ils font quoi dans la vie ces gamins en fait, parce que ça paye en tout cas tu vois. Et il apprend donc que les New Kids on the Block ont généré plus de 200 millions de dollars en vente de disques et 800 millions de dollars en tournée. Donc là, Lou se dit qu'il n'est pas dans le bon business, à juste titre, parce qu'on est quand même sur un petit milliard de bénéfices. Hein. Et donc là, tout se met un peu en place dans la tête de Lou, tu vois, parce que bon, c'est quand même le cousin de Art Garfunkel, donc la musique, il s'y connaît un petit peu. C'est un super businessman, il habite à Orlando, et ce qu'il faut savoir, c'est que Orlando, c'est un peu le Los Angeles de la Floride. La ville fonctionne beaucoup grâce au monde du divertissement, parce que t'as Disney, parce que t'as Universal, t'as des parcs à thème, ce qui fait que t'as beaucoup d'ados et de jeunes adultes qui sont chanteurs, danseurs, acteurs, et qui rêvent de travailler dans l'industrie du divertissement. Lou dit donc que lui aussi, il peut faire ça, lui aussi, il peut trouver des mômes, les former, et puis pourquoi pas devenir encore plus pété d'oseille grâce à ça. Il passe donc une annonce, comme ça se faisait à l'ancienne, disant qu'il recherche des adolescents âgés de 16 à 19 ans qui savent bien bouger. Ah, ça fait chelou quand on se dit qu'un vieux monsieur il cherche des ados qui savent bien bouger dans le journal, mais il passe donc des auditions, trouve 3 gamins qui font le taf, sauf que il lui en faut 5. Faut un peu le romantique, faut un peu le bad boy, bref il en faut 5. Ça fait partie de la recette des boys band. Du coup ils en trouvent un 4e, Kevin, qui interprétait Aladdin à Disneyland, et Kevin va proposer son cousin Brian. Et c'est comme ça que naissent les Backstreet Boys en 1992. Et là ça va très vite s'accélérer pour les gamins. En fait, Lou crée une espèce de camp de pop stars. Il va les loger tous ensemble pour qu'il y ait vraiment cet esprit familial. Lou leur fait donc signer un contrat, et dans ce contrat il est quand même stipulé que Lou est le 6e membre du groupe. Lou touchera autant que les mecs, comme si lui aussi faisait partie du groupe. Lou c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, toujours jovial, toujours souriant, toujours là à s'inquiéter pour toi, à savoir si tout va bien, si t'as besoin de quoi que ce soit. Donc Lou représente vraiment cette figure paternelle pour les garçons, et il se fait même surnommer Big Papa. Les Backstreet Boys bossent 7 jours sur 7, et Lou paye absolument tout. Il leur paye des cours de chant, des cours de danse, des tuteurs parce qu'ils sont encore mineurs. Il arrive à les faire signer dans un label, et là il manque plus qu'à produire des sons, parce qu'au bout d'un moment l'entraînement ça va 2 secondes, mais faut sortir de la musique. Et ce label est en lien avec un studio de musique suédois et propose à Lou d'envoyer les Backstreet Boys enregistrer des sons, parce que là-bas il y a un mec qui est super doué pour faire des tubes, qui s'appelle Max Martin. Et en effet, parce que c'est le gars qui va écrire Baby One More Time de Britney Spears, des chansons de Taylor Swift, des chansons de Katy Perry, des chansons d'Ariana Grande, bref le gars il te pond des numéros 1. Mais à l'époque c'est juste un petit jeune suédois. Ils partent donc tous en Suède, ils enregistrent un album, et là c'est un succès en Europe. Ensuite Max Martin leur fait un nouveau tube qui s'appelle Quit Playing Games With My Heart. Dans le clip ils sont sous la pluie et tout, et c'est avec ce tube qu'ils vont conquérir les États-Unis et les adolescentes notamment, parce que quand t'as 5 beaux mecs de genre 19-20 ans qui te supplient de pas faire la folle avec leur petit cœur sous la pluie torse nu, bon ça ne pouvait que marcher, ça ne pouvait que marcher. Et donc là tout roule en fait. Lou il est pété d'oseille, il vit dans un immense manoir avec piscine, salle de ciné, chauffeur, toujours à boire et à manger. Il laisse les Backstreet Boys vivre chez lui limite, inviter qui ils veulent pour faire des soirées et tout, genre la grande vie. Sauf que pour avoir la grande vie, les Backstreet Boys ils t'enchaînent concerts, ils t'enchaînent CD, ils t'enchaînent tournées. Commence à être un petit peu fatigué les gars quand même. Et dans tout ça, Lou il réfléchit un petit peu et il se dit que c'est tellement un bon business là, ce business de boys band, que forcément quelqu'un d'autre va avoir la même idée que lui et va pondre un nouveau groupe pour faire la thune encore. Et sa solution à ça, c'est d'être lui-même cette personne. Voilà.
Donc il décide de recréer un groupe pour concurrencer son propre groupe. Il va entamer les mêmes démarches qu'il a fait pour les Backstreet Boys, mais en secret. Voilà, faut pas le dire, top secret. Il apprend que le petit Justin Timberlake, il est sorti du Mickey Mouse Club, il le contacte, il en trouve un autre. Donc il va assez rapidement trouver 5 gamins. Et en plus là c'est encore plus facile de convaincre les parents parce que tu peux dire c'est moi qui ai fait les Backstreet Boys, vous voyez comment ça marche bien, je peux faire la même chose pour tout le monde. Il dira même à la mère de Lance Bass, un des NSYNC, donc vous faites quoi dans la vie? Ah vous êtes enseignante? Bon bah préparez-vous parce que dans un an tout ça c'est fini et c'est le petit Lance qui va vous entretenir. Donc il promet un petit peu monts et merveilles à tous ces gens-là. Les NSYNC vont connaître un parcours assez similaire à celui des Backstreet Boys, ils vont partir en Europe, cette fois en Allemagne. Max Martin va aussi leur écrire des tubes, ils font des tournées, des spectacles, ils font la tournée des lycées. Le succès va pas être immédiat, jusqu'au jour où les Backstreet Boys sont censés faire un concert pour Disney, mais sauf que les pauvres mecs ils sont limite en burn-out, donc ils refusent de faire ce concert. Lou du coup envoie NSYNC à la place, eux les remplacent à cœur joie, et c'est comme ça qu'ils vont se faire repérer, et ça va être un succès, sauf que du coup énorme rivalité dès le départ entre les Backstreet Boys et les NSYNC. C'est la guerre des boys bands là. Et lorsque les Backstreet Boys apprennent que c'est Lou qui est derrière NSYNC, mais ils sont, j'imagine, choqués et déçus. On va pas se mentir, c'est quand même un gros conflit d'intérêts de gérer deux groupes à succès qui se font un petit peu une petite guéguerre. They can move like nobody else. They're better than Backstreet. Backstreet's nothing compared to them. I love you, you rock! En plus, Lou en jouait beaucoup, donc il allait se plaindre au groupe A du groupe B, et après il allait voir le groupe B, il leur disait ouais le groupe A, vous vous rendez compte de ce qu'ils font, voilà, c'est vraiment des bâtards, nan. Mais au final c'est tout bénef parce que les mecs se donnaient encore plus à fond pour concurrencer les autres. Les Backstreet Boys ont quand même pris ça pour une trahison, et c'est à partir de ce moment-là que ça pète. Parce que ça fait quand même 3-4 ans qu'ils bossent comme des acharnés, et qu'ils voient pas trop la couleur de l'argent en fait. Parce que ok, on leur offre pas mal de choses, mais je veux dire, sur leur compte en banque, y a que dalle. Et les NSYNC s'en rendent très vite compte également. Ça fait quelques années que les deux groupes sont tout le temps en tournée, sortent tout le temps des albums. Et puis quand ils travaillent pas, ils font des interviews, ils font des photoshoots. Ou alors ils sont en répétition, ou alors en studio. Enfin, ils mènent une vie à 100 à l'heure qui fait que, c'est vrai en effet, ils ont pas trop besoin d'argent et tout. Mais au bout d'un moment, ils se posent des questions les mecs quand même. Mais ils ont quand même un petit quelque chose pour les faire patienter. Ils sont payés 35$ par jour. Mais ça fait pas beaucoup 35$ par jour pour autant de travail. Ils en parlent quand même à Lou. Lou leur dit vous inquiétez pas, je vais faire un énorme repas comme il avait l'habitude de faire. Il adorait tout le temps faire des énormes repas au restaurant où t'avais soit les Backstreet Boys, soit les NSYNC et puis leur famille, ce genre de choses. Et il leur dit je vais organiser un truc comme ça pour qu'on fête enfin les chèques que je vais vous donner parce que ça fait 3 ans que vous bossez pour moi. Tout le travail que vous avez fait, ça a payé et c'est le moment que je vous paye. Donc là Lance Bass raconte que et il était chaud, franchement il avait trop hâte de voir son chèque parce qu'il s'était dit bon alors avec tout le succès qu'on a, avec toutes les tournées qu'on a faites, on est partout, on est un des meilleurs groupes avec les Backstreet Boys, je vais sûrement avoir $1 million au moins, ou alors franchement des centaines de milliers de dollars, donc c'est génial tu vois. Et à savoir que NSYNC à ce moment précis là, ils avaient quand même vendu 10 millions de disques, donc ça fait quand même pas mal d'argent en effet. Le repas se passe et à la fin il est temps d'ouvrir les chèques. Et là je pense ascenseur émotionnel, et là Lance ouvre l'enveloppe et se rend compte que le chèque est à hauteur de $10 000. $10 000 pour 3 années de travail acharné. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça va partir en flyos. NSYNC se rend compte qu'ils se sont fait totalement duper. Les Backstreet Boys de leur côté, c'est à peu près pareil, vu que eux aussi revenaient de tourner, ça faisait des années qu'ils bossaient. Et s'était rendu compte que Lou, il avait gardé 10 millions pour lui, et donc je leur avais payé $300 000. Donc 60 000$ chacun. C'est déjà plus que les NSYNC, tu me diras. Ça faisait bizarre pour les mecs de se dire qu'ils faisaient partie des plus gros groupes du monde, qui pouvaient générer le plus d'oseille, et que pourtant, monsieur et madame tout le monde gagnent plus qu'eux. Enfin... Mais quand ils sont mis à confronter Lou, pour lui il y avait aucun problème, c'était normal en fait. Oui, le culot. Lui n'avait rien à se reprocher parce qu'il avait dépensé tellement d'argent pour créer ces mecs, pour créer le groupe, que pour lui c'est normal en fait. Les garçons devaient s'estimer heureux d'avoir le succès, d'avoir la célébrité, de mener un peu ce train de vie qui est un peu fou. Il a eu un peu cette attitude de sans moi tu serais rien, donc ferme ta bouche. Donc les mecs menaient la grande vie, mais en fait ils se rendent compte que c'est leur oseille qui payait tout. Genre à chaque fois ils remerciaient Lou pour les super repas qu'il organisait, mais non en fin de compte c'était eux qui payaient. Et le problème venait malheureusement des contrats que Lou leur avait fait signer au tout début de la création des groupes, qui stipulait que Lou faisait partie d'un membre à part entière d'un des groupes, ok, mais sauf que Lou, il prenait et la thune, comme si c'était Justin Timberlake dans NSYNC, plus la thune en tant que manager, plus tout un tas de frais qui avaient pu être engendrés dans la promotion du groupe en fait. La production, le transport, le machin, tout un tas
de frais, et ben tout ça, à chaque fois Lou, il enlevait ça de la paye des mecs. Donc ce qui fait qu'à la fin, il leur restait presque plus rien. Il avait réussi à leur faire signer un des pires contrats de toute l'industrie musicale, mais à l'époque, Lou avait réussi à mettre une pression monstre aux parents pour qu'ils signent ultra rapidement, du genre ouais non mais t'inquiète, signe, dépêche-toi, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Enfin, il avait réussi vraiment à les manipuler comme il sait si bien le faire, à dire des belles paroles, mais au final derrière il y a rien du tout. Et puis en vrai, tout cet argent qui partait dans des frais associés à la promotion, au transport du groupe et tout ça, tout ce que vous voulez, il partait pas que là-dedans. Parce que je rappelle qu'il y a toujours la fausse compagnie aérienne et puis plein d'autres entreprises créées par Lou, où Lou avait trouvé des investisseurs. Il servait de l'argent généré par les Backstreet Boys et par NSYNC pour rendre de l'argent à ces investisseurs qui ne le savaient pas mais qui avaient investi dans des entreprises fictives ou dans des fonds d'investissement qui ne leur apporteront jamais d'argent. Donc là d'un coup, Lou c'était plus le big papa, le gentil monsieur qui voulait créer une grande famille de boys band qui était là pour toi, pour ta famille. Du jour au lendemain, pour les Backstreet Boys et NSYNC, c'est devenu cet horrible homme d'affaires intransigeant qui se servait d'eux. Là on arrive à la fin des années 90 et Lou il commence à avoir des problèmes avec la justice parce que les Backstreet Boys et NSYNC le poursuivent, hein, tout simplement. NSYNC, là le groupe de Justin, essaie de se sortir de ce contrat et un avocat trouve une clause dans le contrat qui indique que si Lou n'avait pas réussi à les faire signer dans un label américain dans un certain laps de temps, le contrat était nul. Les gars étaient signés sur un label allemand, je rappelle, donc bye bitch. Ouais, c'était leur seul moyen de sortir de ce contrat. Lou, lorsqu'il apprend ça, il a l'audace et le toupet de les poursuivre en justice pour rupture de contrat, mais également pour le nom NSYNC. Comme quoi, c'est lui qui a trouvé le nom, c'est lui NSYNC, et il les poursuit pour quand même 150 millions de dollars. Alors que c'est lui qui les vole depuis des années, mais... Au final, grâce à la fameuse clause, plus grâce à la juge qui dira à Lou, non mais vous me dites que c'est vous NSYNC, et les garçons disent que c'est eux, mais je suis désolée, ma fille a un poster d'NSYNC dans sa chambre et c'est bien eux NSYNC. Donc... bouge de là. Et ça a été différent avec les Backstreet Boys où là ils sont arrangés à l'amiable et ils ont tout simplement pris toute la thune et ont vraiment donné un sixième à Lou, c'est-à-dire 30 millions de dollars. Et là les Backstreet Boys et NSYNC se cassent de Transcontinental, le groupe d'entreprise de Lou. Ils sont enfin libres, ils peuvent enfin toucher l'argent qu'ils ont durement gagné. Sauf que Lou, ça le met un peu dans la merde, tu vois. Il a plus ses vaches à lait. Lou, sans cette rentrée d'argent, décide donc de refaire pareil, de recréer un groupe. C'est la même période où les Spice Girls cartonnent, donc il se dit je vais faire pareil avec les filles. Donc il crée le groupe Innocence avec Britney Spears. Bon, heureusement ça va durer que quelques mois, elle va partir pour faire une carrière solo. C'est également le début de la télé-réalité et Lou il a quand même des bonnes idées, donc il se dit autant filmer tout ce process de création de groupe, autant en faire une émission. Et c'est comme ça que va naître l'émission Making the Band sur MTV, où on va suivre la création du groupe O-Town et tout. Et on pourrait quand même se dire mais genre il trouve des gens le gars, parce que ça a été public ces procès avec les Backstreet, NSYNC, tout le monde sait que le gars a manipulé et a volé pendant des années Justin et sa bande là, et les Backstreet. Mais en fait tous ces jeunes artistes, ils voient que l'opportunité que ça représente. Heureusement pour O-Town, le groupe qui a été fait pendant Making the Band, il y avait pas du tout ce genre de clause genre ouais t'es le 6ème membre ou quoi que ce soit. Il y avait plus ça parce que bon il y avait MTV qui était impliqué aussi, ils étaient filmés, enfin c'était différent. Ils créent aussi des groupes comme Take 5, LFO, et ces groupes bah ils marchent vitef en vrai, hein. Ils arrivent pas du tout au succès des Backstreet Boys ou de NSYNC. Par contre là où sa relation avec les membres des nouveaux groupes elle va être chelou, bah c'est que Lou il a quand même un peu les mains baladeuses, hein. Il est très tactile, Lou. Il profite des répétitions pour se rincer l'œil, il est toujours là à te proposer des massages. Mais la pire anecdote sur les penchants chelous de Lou, elle vient de Rich du groupe LFO, qui raconte qu'à ce moment-là, il vit chez Lou avec plein d'autres gens, et qu'un jour Lou vient le voir, un peu tout paniqué et tout. Oh là là, il y a une opportunité de dingue pour LFO. Il y a un mec en Europe qui a une grosse maison de disques. Franchement, c'est une opportunité de dingue pour le groupe. Ben voilà, il est européen et il veut que tu touches son pénis et que tu joues avec parce que là-bas, c'est comme ça qu'ils font des affaires. Première nouvelle. Je veux pas que tu paniques, mais il faut agir pour le bien du groupe. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'entraîner sur moi. Comme ça, on est sûr que tu fasses ça bien pour lui après et que on ait le deal, tu vois. J'ai pris quelques cours de psycho à la fac. Je t'aiderai à y arriver mentalement. Genre, évidemment, ne le dis à personne. Non. Je sais même pas comment c'est possible d'inventer ce genre d'histoire pour abuser de quelqu'un. Bref, heureusement, bon bah non, hein, ça n'est pas arrivé. Et il y a également l'actrice Nikki DeLoach qui faisait partie du groupe Innocence, qui raconte que chez Lou, il y avait des cabines à UV que les filles utilisaient tout le temps. Quand tu utilises ce genre de cabine, en général t'es à poil, hein, ou t'es genre en maillot de bain. Apparemment il y avait des caméras.
elles se sont rendues compte qu'il y avait des caméras dans cette salle-là et qu'en fait, c'était même pas pour se rincer l'œil lui à Lou, c'était, il montrait ça à tous les jeunes garçons qu'il y avait pour tous ces groupes-là. Tu sais, pour paraître cool et puis pour être encore plus apprécié des garçons et se rapprocher d'eux. Apparemment, il se vantait aussi qu'il avait le câble, genre ouais, j'ai toutes les chaînes câblées, même les chaînes X, si tu veux, on regarde ça ensemble. Lou a proposé ce genre de choses. Voilà, en plus de, apparemment, il est tripoté souvent, il se rinçait l'œil. C'était des trucs qui à l'époque pouvaient paraître anodins, mais au final, avec le recul, t'es là genre, non, ça me met mal à l'aise, non. Bref, là on arrive au début des années 2000. Comme les groupes qu'il a créés marchent pas très bien, il commence à manquer d'oseille et du coup, certains investisseurs ne reçoivent pas leur chèque comme d'habitude. Ça commence à poser des questions. Il y avait trop d'investisseurs qui réclamaient leur argent, qui en voyaient pas la couleur. Tout d'un coup, Lou et Transcontinental devenaient injoignables. Et au final, tout ça parce que Lou utilisait le système de la pyramide de Ponzi. Donc c'est-à-dire que je vais te voir, tu me passes de l'argent, j'en fais un peu n'importe quoi, sauf que tu me redemandes de l'argent, donc je vais trouver un autre pigeon qui va me donner de l'argent, je vais te rendre ton argent donc tu vas encore que tout va bien, et ainsi de suite. Donc au début il faisait ça en trouvant de nouveaux investisseurs, mais également avec l'argent qu'il pouvait se faire avec ses groupes. Sauf que là, plus d'argent de groupe. Pendant des années, Lou a fonctionné comme ça. À soit trouver de nouveaux investisseurs, soit essayer d'avoir de la thune avec ses groupes, soit d'emprunter à des banques. Et donc il emprunta à une banque, il emprunta à une autre banque pour rembourser l'autre banque. Donc sa fraude avec les banques s'élève à 250 millions de dollars. La fraude avec les investisseurs, ça s'élève à 250 millions de dollars. Donc on est sur un total de 500 millions de dollars de fraude. Le gars doit 500 millions de dollars quand même. En plus tout ça c'était super chelou, il y a plein de gens qui commençaient à s'en douter parce que soi-disant t'as une compagnie aérienne, parce qu'à chaque fois que tu fais voyager tes groupes, c'est jamais dans un de tes avions. Aucun de ces groupes a vraiment tenu, le succès était vraiment léger et totalement éphémère. Donc passé 2005, plus aucun des groupes n'existe. Donc il se fait poursuivre de tous les côtés, par les banques, par les investisseurs, tout ce que tu veux. En 2007, franchement ça pue la mort pour Lou, il le sent bien, il a le temps de s'échapper avant que le FBI perquise ses bureaux chez lui. On peut se demander qu'est-ce qu'il faisait toute cette thune. Bon déjà on sait que ça part dans les voitures, les repas, l'entretien de son manoir, plein de trucs comme ça. La légende raconte que il aimait bien partir de temps en temps aux Bahamas jouer au casino. Voilà, et qu'il pouvait dépenser 100 000 dollars comme ça. Donc un petit problème avec le jeu aussi, c'est vrai que ça n'aide jamais pour gérer ses finances. Et toute cette histoire avait déjà beaucoup fait parler, notamment dans le Saint Petersburg Times. Et le gars, il se fait choper à Bali en Indonésie par un touriste allemand qui envoie un mail à la journaliste qui avait écrit un article sur toute l'affaire Lou Pearlman en lui disant: je suis actuellement en vacances à Bali, je crois qu'il y a Lou Pearlman dans mon hôtel, je pense que c'est lui, vous devriez faire quelque chose. Ce fameux touriste allemand, il commençait à s'impatienter, à voir que Lou Pearlman était toujours à Bali en train de chillax, tout va bien. Donc il le prend en photo un jour au petit déjeuner, et ce qui est ouf c'est que sur cette photo, en fait les agents du FBI venaient d'arriver sur place, ils s'étaient juste dit bon on va s'arrêter prendre le petit déj avant de se mettre aux choses sérieuses. Donc sur la photo on voit bien Lou prendre son petit déj et puis juste à côté tu vois les deux agents du FBI là qui étaient juste là. Bref, Lou se fait donc arrêter à Bali, il oppose pas trop de résistance, hop on le renvoie aux États-Unis. Puis bon malheureusement pour toutes ces victimes, elles n'ont jamais revu la couleur de leur argent. Je veux dire sur les 500 millions qu'il a arnaqué, il en a rendu que 38 millions parce que dans toutes ces victimes, plus de 2500 personnes, dont après des banques, des entreprises et tout, c'était surtout des retraités, c'était l'argent, les économies d'une vie qu'il lui avait confié et ils se retrouvent sans rien, genre ils peuvent finir leur vie sans rien. Donc il a vraiment détruit des héritages, des familles, enfin horrible quoi. Le gars était détesté de tellement de gens du coup. En 2008, il est donc condamné à 25 ans de prison et le juge lui dira que si il arrive à retrouver des millions, et que pour chaque million rendu à ses victimes, ce sera un mois en moins sur sa peine. Donc là, Lou, accrochez-vous bien, il essaye de créer un groupe de musique en prison. Et pareil, il veut faire comme Making the Band, il veut amener des caméras télé pour filmer tout ça en prison. Du coup non, ça le fera pas. Par contre, il créera une chorale en prison. Et bon, après quand même pas mal d'années derrière les barreaux, à s'occuper de sa chorale, Lou meurt d'une crise cardiaque le 19 août 2016. Et à sa mort, pas mal de célébrités, de gens du business du coup, lui ont rendu bizarrement hommage, enfin pas bizarrement, mais par exemple Justin Timberlake ou encore Lance Bass des NSYNC, c'était bon sans lui, on serait pas là où on en est, mais c'était quand même pas un bon mec. Enfin, je veux dire, c'était pas une bonne personne. Cette histoire, je la trouve
ouf parce qu'on est passé d'un petit garçon fan d'aviation qui arrive quand même à s'en sortir dans ce business là et qui après crée des boys bands qui marquent des générations, qui crée des carrières comme la carrière de Justin Timberlake et qui termine comme ça parce que à côté de justement cette vie à 100 à l'heure, ces boys bands, tout ça, il y avait tellement d'arnaques, il y avait tellement de gens qui tombaient dans le panneau, qui pensaient qu'il avait tout pour lui, qu'il avait réussi, qu'il ferait d'eux des gens riches. Et au final, absolument pas. Il aurait adoré être adulé lui aussi, comme les groupes qu'il a créés. Il a voulu être aussi riche et célèbre que son cousin, j'imagine, parce qu'il s'est rendu compte que comme ça, les gens pouvaient t'apprécier, pouvaient t'aimer, pouvaient faire à peu près tout ce qu'ils voulaient, mais au final, il a fini tout seul en prison. Donc j'ai envie de dire, on a que ce qu'on mérite après s'être joué d'autant de personnes. On peut dire que Lou Pearlman était un sacré personnage. J'espère en tout cas que cette histoire vous a plu, vous a diverti, que t'as passé un beau moment en ce début d'année 2022. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça me ferait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez, surtout en ce moment. Et moi d'ici la prochaine, je vous embrasse fort. Gros bisous. Bye 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 bye.